Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 25 avril 2022. Aujourd'hui, je vous parle de ceci, Histoire de la librairie au Québec, publié aux éditions Leméac et écrit par Fernande Roy. Et ce qu'on y lit en quatrième de couverture, c'est qu'elle est professeure au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Elle a dirigé pendant 4 ans la revue d'histoire de l'Amérique française et elle a publié de nombreux articles ainsi que 2 ouvrages, Progrès, Harmonie, Liberté, le libéralisme des milieux d'affaires francophones à Montréal au tournant du siècle, chez Boréal en 1988, et Histoire des idéologies au Québec, au 19e et 20e siècle, toujours chez Boréal en 1993. Et celui-ci a été publié en 2000, donc il y a déjà 22 ans. Mais c'était un ouvrage extrêmement nécessaire et qu'il l'est encore. Parce que elle nous dit d'emblée, d'entrée de jeu, que les libraires n'écrivent pas. C'est une de ses caractéristiques. C'est une de leurs nombreuses caractéristiques. Ils n'écrivent pas. Et ils ne laissent pas de traces, donc. La plupart du temps, ils ne laissent pas de traces. Hormis les catalogues que certains d'entre eux produisent et réalisent. Et je vous dirais que les catalogues, cependant, qu'on peut maintenant retrouver sur le net, parce que la majorité des catalogues aujourd'hui ne sont plus imprimés. À quelques exceptions près, pour les très prestigieuses librairies qui offrent des livres à des prix considérables, celles-ci se sentent encore obligées, tenues en tout cas, d'offrir à leurs fortunés clients de magnifiques catalogues qui sont de parfaites œuvres d'art et qui sont recherchés également par les bibliophiles, par les apprentis libraires ou par les libraires de pointe. Mais le catalogue en lui-même, j'aurais envie de vous dire tout de suite, il y a 2 sortes de catalogues. Il y a le catalogue des librairies prestigieuses et il y a le catalogue des librairies d'occasion qu'on peut retrouver sur divers sites où de véritables professionnels côtoient des amateurs ou des gens simplement qui ont envie d'arrondir leur fin de mois. Mais ce n'est pas le propos de la présente vidéo. Dans le genre de catalogue d'objets prestigieux qu'on peut retrouver, on a vu annoncer récemment la première édition, parue chez Gallimard, du premier tome de la recherche de Marcel Proust, évalué simplement à 125 000 $. Ce qui, pour la plupart des éditeurs ou des amateurs normaux des livres, est une aberration, une monstruosité qu'on puisse, et puis l'exemplaire proposé était tout de même assez défraîchi, alors qu'on puisse proposer un tel ouvrage à un tel coût, visiblement ça échappe à l'entendement de plusieurs. Mais ainsi est le milieu de la spéculation, qu'il soit dans le domaine des livres, ou dans le domaine des œuvres d'art, ou des voitures de collection, ou de certains vins, de certains grands crus, ou de bijoux. Enfin, les objets de luxe, peu importe les crises, trouvent toujours preneur. Alors forcément, les éditeurs n'ont jamais en tête qu'un jour, peut-être, les ouvrages qu'ils publient atteindront une certaine pérennité dans le monde des lettres et même dans le monde de la spéculation. Tandis que les auteurs, eux, peuvent se rabattre sur cette possibilité que leurs œuvres leur survivent, que leurs livres atteignent une postérité qu'eux n'atteindront pas de leur vivant, forcément. C'est une litote que de le dire. Mais les éditeurs travaillent dans l'intensité, mais ne travaillent pas la plupart du temps dans la durée. Tandis que les auteurs, beaucoup d'entre eux, sinon la majorité, eux, ont cette capacité
à se projeter dans un futur qu'ils espèrent radieux. Autrement dit, que les générations qui vont suivre vont se délecter de leurs ouvrages savamment et soigneusement confectionnés. Alors, certains donc, en fait, libraires et éditeurs et auteurs, en fait, même s'ils travaillent autour d'un même objet, le livre, en fait, ne font pas du tout le même métier. Mais comment ce métier a débuté au Québec? Alors voilà la première étape de cette vidéo. Et de faire l'histoire de la librairie au Québec, c'est nécessairement faire un peu l'histoire du Québec. On ne peut pas les dissocier. Un bref cours d'histoire ici. Le régime français a débuté en 1608. Ce régime a pris fin de manière abrupte avec l'arrivée des Anglais et la défaite des armées françaises sur les plaines d'Abraham. Durant le régime français qui a duré à peu près un siècle et demi, il n'y avait aucune imprimerie. Aucun journal n'était publié. Il n'y avait pas d'éditeur. Et la faible démographie, 20 000 habitants, pouvait expliquer en partie l'absence de ces moyens de production. Lorsque les Anglais sont arrivés, ce qu'on appelle ici la conquête avec un C majuscule, je n'ai jamais vraiment compris, parce que dans le mot conquête, il y a quelque chose de positif, avec le C en lettres majuscules, il y a quelque chose qui en impose. Et je pense qu'il aurait mieux valu de dire la reddition, la défaite, n'importe quoi qui nous restitue de manière existentielle dans ce que nos ancêtres ont vécu, c'est-à-dire une débâcle. Et lorsque les Anglais sont arrivés en 1760, en fait, lorsqu'ils ont gagné en 1760, eh bien, il y avait 60 000 habitants. Et la majorité d'entre eux, vous imaginez quand même qu'en un siècle et demi, la population n'a fait que tripler. C'est assez peu. Les conditions extrêmement difficiles de cette lointaine colonie aux yeux de la royauté française, une colonie qui ne donnait pas à rêver, une colonie qui ne promettait pas nécessairement des gains très importants, et ceux qui étaient appelés dans le service administratif ne le faisaient pas de manière enthousiaste. Et la métropole ne ressentait pas, non, la nécessité de doter cette nouvelle colonie d'infrastructures permettant l'impression et la diffusion d'ouvrages. Et il a fallu, et d'autant plus aussi que le pouvoir royal, associé au pouvoir religieux, se méfiait assez, d'une certaine manière, des idées qui commençaient à mijoter quant à la contestation de la royauté, ou peut-être l'espérance de nouveaux modèles politiques qui apparaîtront plusieurs décennies plus tard, avec les Lumières, comme vous le savez. Mais, donc, ce pouvoir religieux et royal ne souhaitait pas voir les imprimeries et les éditeurs et les écrivains commencer à foisonner sur le territoire de la Nouvelle-France. Donc, c'est à partir de la défaite avec un grand D ou un petit d, c'est selon, que les premières presses sont apparues, mais on s'en doute bien, du côté des anglophones. Et c'est en 1830 que les premières presses apparaissent. Benjamin Sulte, l'un de nos importants historiens, lui estimait qu'à la fin du régime français,
il y avait sur le territoire de la Nouvelle-France 60 000 livres, ce qui est le nombre de livres que l'on recensait à la suite du décès d'Umberto Eco. Alors, Umberto Eco possédait environ 60 000 livres. Alors, on peut dire qu'Umberto Eco, à sa mort, possédait autant de livres que la colonie de la Nouvelle-France. Aussi, la majorité de ses habitants, toujours au début du régime anglais, pour la majorité d'entre eux, sont des illettrés. Et ceux qui lisent, eh bien, se retrouvent évidemment chez les religieux, chez les notaires, chez les professions libérales. Mais les quelques ouvrages qu'on y trouve, on y trouve des ouvrages, entre autres, cependant, de divertissement, si l'on peut dire, Rabelais, La Fontaine. Et à partir de 1700, donc, de 1760, c'est la rupture avec la France. Une rupture abrupte, radicale. La mainmise des Anglais, elle est totale. Et c'est donc en 1763 qu'un Écossais fonde la Gazette de Montréal, la Gazette de Québec. Et à Montréal, c'est un Français, Fleury Méplet, qui lui a des liens avec Benjamin Franklin, l'un des pères de l'indépendance américaine, et qui souhaite, Benjamin Franklin, voir les Canadiens aux côtés des Américains afin de se libérer de la tutelle des Anglais. Indépendance, comme vous le savez, qui surviendra en 1776. Mais à cette époque, c'était possible encore de... En tout cas, pour les Canadiens français, d'aller se joindre aux armées américaines pour libérer les Américains. Et Méplet lui-même était très influencé par les Lumières, ce qui, vous en doutez bien, suscitait à la fois la méfiance des autorités ecclésiastiques et des Anglais. Alors, suite à des publications très critiques à l'égard de la religion, du fait religieux et de l'occupant, il est condamné avec son comparse, Valentin Jottard, à 3 ans de prison. Il ressortira de prison et même désargenté et même sans doute dans un état, peut-être pas de désespoir, mais de combativité amoindrie, assurément. Il fonde la Gazette de Montréal, de Montreal Gazette, en 1785. Et finalement, Fleury Méplet, qui est encore aujourd'hui un symbole de la liberté d'expression, pour nous ici, Québécois. Alors, il mourra en 1794. Alors donc, au cours de cette période, se multiplient les imprimeurs qui sont souvent, qui font office des deux, en fait. Souvent, les imprimeurs, ils sont également des éditeurs, et parfois aussi, ils sont libraires, et font les trois choses en même temps, mais c'est toujours encore du côté de l'expression, du côté de la langue anglaise, que la majorité des ouvrages sont publiés. Et la revente de livres, oui, parce qu'il y a des encanteurs qui apparaissent, il y a des revendeurs qui apparaissent. Alors, les revendeurs, ce sont mes ancêtres. Eh bien, ils font également des catalogues. Et le plus connu d'entre eux est d'origine milanaise. Et il s'appelait, il écume les successions, il s'occupe, il brade, il achète à bas prix des fonds d'imprimeurs et il fait des catalogues. Et oui, voilà, j'ai oublié de noter le nom de ce libraire d'origine milanaise. Mais donc, Québec reste le centre de la colonie pendant plusieurs décennies après la défaite aux mains des Anglais.
Le plus important libraire de l'époque, 1820, fait office de magasin général, et dans ce magasin général, on y trouve entre autres de l'épicerie fine, des tissus, des chapelets, et il s'appelait Hector Bossange. Et on peut dire qu'Hector Bossange, au fond, c'est en quelque sorte l'ancêtre des Renaud-Bré. Et si l'on si l'on regarde le modèle d'affaires de Renaud-Bré, qui est à la fois fondamentalement une librairie, mais qui est aussi un magasin général, un modèle d'affaires qui est décrié, assiété par, je dirais, presque par l'ensemble du corps des libraires au Québec. Car on dit d'elle que ce n'est pas une librairie indépendante, mais on verra peut-être plus loin, ben pas ce soir, mais il n'y a pas de librairie indépendante au Québec. Toutes les librairies, hormis celles d'occasion et d'anciens, reçoivent des subventions indirectes, bien souvent, mais qui servent à, à moderniser soit l'inventaire par un inventaire électronique, soit par la vente sur un site Internet, et parfois des conseils qui sont offerts par des professionnels, comment bâtir un fonds, comment gérer une librairie, et certaines d'entre elles aussi se, se- sont, sont sous l'article 51 qui oblige les institutions sises aux alentours de la librairie, les institutions écoles ou bibliothèques, à se procurer des ouvrages dans leur champ territorial. Et ça aussi, c'est une sorte de subvention déguisée. Moi, personnellement, je suis tout à fait pour. Je juge que toute la chaîne de la librairie au Québec, qui est très, très fragile, a besoin de subventions. Alors, même si j'appartiens à une catégorie de commerçants qui n'en profitent pas, ni n'en jouit d'aucune manière, le tableau général que je fais de la situation m'oblige à reconnaître la nécessité de cette loi 51 qui encadre et qui protège le métier de libraire au Québec. Alors évidemment, j'avais envie de dire, les guéguerres entre les petites librairies indépendantes n'appartenant pas à la seule grande chaîne existante au Québec d'expression française, eh bien, ne m'intéressent assez peu. Parce qu'au fond, tout le monde profite de cette protection de l'État, protection que je ne remets nullement en cause. Mais quand certaines d'entre elles se piquent d'être indépendantes, je me demande toujours, en fait, par rapport à qui et par rapport à quoi au juste. Ben bon, ne chipotons pas trop là-dessus. Mais, quelques années plus tard, Fabre, Édouard Raymond Fabre, qui est le cœur de cette vidéo, au fond, c'est de lui dont je vais vous parler, il en devient le propriétaire, et il en deviendra... elle deviendra prospère jusqu'aux alentours de 1850. Et cette librairie, et c'est là l'importance de Fabre, on le verra dans quelques minutes, c'est que cette librairie était le chef-lieu du combat des patriotes. Dans quelques minutes, je vais vous offrir à mes amis européens qui méconnaissent l'histoire du Québec et qui, en fait, méconnaissent l'histoire de cette colonie française qui s'est établie en Amérique et qui continue d'être attachée à la langue française, qui continue même à... Certains rêvent encore d'établir en terre d'Amérique une république, ce qui était le cas, entre autres, de ce libraire Fabre et de ses acolytes, les patriotes. Alors donc, il règne au sein de sa librairie une intense activité politique et qui fera de même que Fabre deviendra d'une certaine manière, un des artisans
principal de ce qui a été l'insurrection, parce qu'ici on peut vraiment parler d'insurrection, armée de 1737 et 1738, qui est en fait une défaite malheureusement des nôtres. Celle de 1760 aux mains des Anglais était une défaite des Français aux mains des Anglais. Mais celle survenue quelques décennies plus tard, malheureusement, appartiendra à un de nos malheureux legs historiques qui pèsera lourd sur nos consciences et qui pèse encore lourd parce que à chaque 15 février, là où ont été pendus au pied du courant, la prison du pied du courant qui est pas tellement loin du pont Jacques-Cartier, en fait, dans mon quartier natal dans lequel j'ai grandi, chaque 15 février, il y a une cérémonie au pied de cette prison qui aujourd'hui abrite des bureaux administratifs. Le bâtiment en lui-même est resté intact. Il fait partie de notre patrimoine bâti. Et à chaque 15 février, on remémore cette date funeste où auront été pendus 5 de nos plus... pendus par les autorités anglaises, 5 de nos plus glorieux défenseurs de notre liberté. Alors, pour en revenir au monde de la librairie, les étrangers, les observateurs étrangers qui visitent le Bas-Canada, qui deviendra plus tard le Québec, ne sont pas impressionnés par la vitalité des maisons d'édition ni des publications qui s'y font. Les Anglais, si on fait un portrait sociologique de l'époque, les Anglais forment un quart de la population et plus de la moitié des livres ils sont imprimés en langue anglaise. Ils ont les meilleurs postes, ils sont représentés dans ce qu'on pourrait appeler à l'époque la fonction publique. Et Fernand Roy souligne, nous révèle en fait, que les historiens, je la cite, les historiens n'ont pas suffisamment insisté sur l'influence des conquérants sur les institutions culturelles canadiennes-françaises. Alors, oui, parce que leur manière de faire, leur manière de commercer, leur manière d'imprimer les ouvrages, leur manière de les diffuser, et forcément, nos édiles et nos notables, et les lettrés et le corps religieux, c'est sûr qu'ils observaient comment ils s'y prenaient. Et tandis que les Anglais étaient quand même encore reliés à la capitale, Londres, tandis que nous, eh bien, nous n'avions plus, on avait commencé à rétablir des contacts, mais pour pouvoir faire des échanges commerciaux avec l'ex-maison-mère, il fallait procéder par Londres. Alors, nous étions sous tutelle, et étant des pupilles, hein, et nous le sommes encore, si vous ouvrez... si vous ouvrez votre passeport, nous sommes encore des sujets de Sa Majesté, de la couronne britannique. Et dans les symboles héraldiques qu'on y retrouve, on voit la licorne qui représente la royauté française, qui est enchaînée au trône, tandis que le lion, qui lui représente la royauté britannique, et lui est le maître d'œuvre. Alors, ce sont des détails, vous me direz, mais à mon sens, ce sont des détails qui comptent. Et bon, les Québécois n'en font pas cas. Et l'attachement à la couronne britannique, vous vous en doutez bien, est extrêmement faible. Mais il est quand même culturellement encore présent. Et chez certains royalistes anglais, eh ben, les nostalgiques,
Il s'en trouve encore pour célébrer cette appartenance. Alors, ce qu'on constate en 1840, c'est que la clientèle anglaise, elle est aisée, elle est éduquée, ce qui est pas mal moins le cas des Canadiens français, et elle lit. Oui, elle lit quoi? Elle lit Shakespeare, Milton, Lord Byron, mais elle lit également Cervantes, Molière, Voltaire, tiens, et Laurence Sterne. Elle lit Voltaire. Alors là, il faudrait voir c'est quoi l'influence de Voltaire chez les Anglais du Québec. Peut-être le lisent-ils pour mieux comprendre la pensée de l'ennemi, ou peut-être certains d'entre eux, peut-être jugent que, de lumière, eux aussi, ils en ont bien besoin. Alors oui, c'est ça. Donc, ils lisent également, les Anglais toujours, ils lisent des ouvrages scientifiques, et les Franco, les Canadiens français, lisent, quant à eux, beaucoup de livres de droit, parce que le droit civil français est maintenu dans ce qui est maintenant convenu d'appeler une colonie anglaise. Il est maintenu, ce qui engendrera une sorte de schizophrénie législative, j'aurais envie de dire. Et où le conquérant nous permet d'exercer une certaine juridiction dans des domaines jugés relevant des us et coutumes de la peuplade. Et tandis que nous serions confinés en quelque sorte à la sphère familiale ou religieuse, mais que les grandes questions juridiques ou économiques, évidemment, la législation serait entre les mains des maîtres anglais. Alors, cette schizophrénie, elle est toujours là. Elle est toujours, quoique le Code civil a été depuis longtemps amendé, mais il existe cette dichotomie, disons, qui est encore bien présente dans les esprits. Et finalement, on ne conteste pas quand la Cour suprême du Canada, par exemple, qui est la plus haute instance juridique, a à trancher sur quelques litiges relevant des provinces, et en l'occurrence ici de la province du Québec, concernant par exemple des lois linguistiques qu'un gouvernement provincial aura créées pour pouvoir protéger la langue française au Québec. Eh bien, la Cour suprême du Canada va s'inviter et va amender, va charcuter, va oblitérer une loi qui aura été concoctée et qui aura été créée par les autorités provinciales. Ce qui fera dire d'ailleurs à un ministre fédéral canadien que, suite à ces nombreux amendements, la loi 101, qui vise à protéger la langue française au Québec, eh bien, est devenue une loi canadienne. Alors, faut le faire, mais c'est ce qui a été dit. Mais vers 1840, les libraires deviennent des figures centrales, oui, du Canada français, dont deux libraires très importants, Fabre et Crémazie. Mais avant de vous parler de Fabre, on va faire un petit... Parce que Fabre, vous disais-je, a été une figure pivot, une figure d'ambassadeur, une figure aussi de diplomate, de quelqu'un de communicateur, qui a réussi à relier entre eux divers figures importantes du mouvement des patriotes. Alors, c'est quoi l'histoire des patriotes? On se résume.
C'est 1837-1838, et ça a été fondé par des Canadiens français et des Irlandais. Et Parti patriote qui a été fondé en 1826. Et son fondateur, un de ses fondateurs, Louis-Joseph Papineau, il prônait des valeurs républicaines et il était admiratif de la Révolution française. Alors, les attentes des patriotes, c'était que le Bas-Canada, qui est le Québec d'aujourd'hui, avec des représentants élus, et que des Canadiens français, soient nommés dans la fonction publique, n'occupaient aucun poste à cette époque-là. Il y a eu 92 résolutions qui ont été transmises à Londres, et le roi a mis 3 ans avant d'y répondre, et aux 92 résolutions, la réponse a été non. Et sa réplique, après un si long silence, et qui a déclenché l'insurrection armée, c'était d'autoriser les gouverneurs de passer l'approbation de l'Assemblée pour dépenser le budget public. Alors, en fait, les édiles du Bas-Canada n'avaient plus la possibilité de se gérer eux-mêmes. Alors, il y a eu une grande campagne de boycott de produits en provenance d'Angleterre. Des centaines d'assemblées populaires ont eu lieu, surtout à Montréal et dans la région autour de Montréal, et dont, entre autres, notre fameux libraire, Fabre. Il en a même présidé une le 28 juin 1837. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers affrontements armés avec les Anglais ont débuté le 26 octobre 1837, et c'était la première et la seule victoire des Patriotes qui ont réussi à repousser les armées anglaises. Et après ça, il y a eu deux autres batailles qui ont été... celle de Saint-Denis a été gagnée, et celle de Saint-Charles, toujours pas tellement loin de Montréal, a été perdue. Il y a 150 patriotes qui y perdent la vie. Et Papineau, voyant la déroute, s'exile aux États-Unis, où il tente de convaincre les autorités américaines de prêter main forte, de soutenir les patriotes pour en fait se libérer de la tutelle des Anglais. Mais les Américains refusent. Et après ça, Papineau se rend en France pour obtenir le soutien de la France, et la France maintient sa position de neutralité. Alors, et finalement, le 14 décembre 1837, à Saint-Eustache, c'est la dernière grande bataille perdue, et là, il y a 170 morts, dont le docteur Chénier. Mais le frère de Wilfrid Nelson, qui lui ne cède rien, parce que les deux principaux, j'ai oublié de vous dire que les deux principaux propagateurs des idées républicaines, c'est Wilfrid Nelson et Louis-Joseph Papineau. Mais lui, le frère, donc, qui revient des États-Unis pour soutenir le combat, son frère, le frère de Wilfrid, Robert, déclare unilatéralement l'indépendance du Bas-Canada. Et il rédige une sorte de manifeste dans lequel manifeste, il annonce la séparation de l'Église et de la vie politique, que c'est une république bilingue, et
bilingue aussi avec les langues autochtones. Il reconnaît évidemment l'apport et l'extrême importance, va sans dire, des Premières Nations. Mais le général Coburn, avec ses 5000 hommes, met fin à cette tentative de proclamation d'indépendance et Robert Nelson retourne aux États-Unis. Alors, suite à tout ça, il y a 12 patriotes qui sont exécutés, dont 5 au pied du courant, et certains d'entre eux leur dépouille va aller rejoindre la fosse commune des excommuniés et des non-baptisés. L'Église ayant désapprouvé toutes ces tentatives de se libérer de l'emprise du conquérant. Par la suite, en 1845, il y a une armistice qui est proclamée par le roi, et Papineau revient au pays. Et pour m'enquêter sur les événements qui sont survenus pendant cette période de 1837-1838, il dépêche le célèbre Lord Durham, qui fera son rapport qui est très connu, où il dit qu'au fond, qu'on est une race sans histoire, sans culture, sans existence réelle, qu'on devrait être assimilé. Et pour ce faire, il recommande la fusion du Bas-Canada, le Québec d'aujourd'hui, et du Haut-Canada, qui est l'Ontario. Alors voilà pour le volet Histoire des Patriotes, en fait, dans lequel a pris part le libraire Fabre. Mais Fabre était un commerçant très, très avisé. Une fois la tempête passée, il n'a pas hésité non plus à faire affaire avec un ennemi des Patriotes, un Tory de la plus belle eau, Robert Weir, et en imprimant des livres en anglais. Il veille, il tient sa librairie avec beaucoup de soin, en particulier les importations provenant de France. Il se plaint aussi également des curés, des religieux, qui eux aussi font des pèlerinages en Europe. En fait, ils font des pèlerinages en Europe. Il y a le cœur intellectuel, le cœur politique même du clergé canadien-français. Ce n'est pas Paris, c'est Rome. Alors, mais quand même, nos curés ne peuvent pas s'empêcher, on les comprend, d'aller visiter la mère patrie. Mais le vrai centre de commandement, les vraies décisions politiques sont prises à Rome. Mais lui-même, Fabre visite la France, il va visiter plusieurs librairies, et il ramène 80 caisses de livres soigneusement choisis parce qu'il connaissait les goûts de sa clientèle. Il savait, ça c'est le cas je vous dirais, les bons libraires ont cette capacité de bien profiler leur clientèle. Et ça, c'est une nécessité, pas juste commerciale, je pense, c'est une nécessité, j'aurais envie de dire, anthropologique, de bien connaître les gens avec qui on ne fait pas que des affaires. Parce que ça fait 30 ans que je fais ce métier, que je pratique ce métier, et je sais que ce n'est pas... il y a des liens affectifs qui se créent entre les amoureux des livres et ceux qui les proposent à la vente. Et parfois, je vous ai raconté, ici ou ailleurs, qu'il m'arrive même de me porter acquéreur de bibliothèques auxquelles j'ai contribué à constituer. C'est-à-dire, des clients d'un certain âge ont acheté beaucoup de livres chez moi et parfois la succession me contacte et je rachète des livres que j'ai vendus 20 ans auparavant.
je dois dire que c'est un exercice qui, lorsqu'il survient, et il faut croire que la roue tourne parce qu'il survient de plus en plus, me plonge dans une assez profonde mélancolie, j'ai envie de vous dire. De retrouver des livres que j'ai moi-même mis à la disposition d'amoureux. Et j'ai été un premier, j'ai été un intercesseur et je suis à nouveau un intercesseur pour un même objet. Je pense que je ne serai pas le troisième intercesseur. J'espère bien, ça n'aurait aucun sens que les jeunes clients qui achètent ces livres-là, je ne vais pas, vu là où je suis rendu dans ma pratique, je ne vais pas les racheter une troisième fois, ces livres. Alors, mais on y retrouve de tout dans sa librairie. Alors, lui aussi, il y avait ce petit côté renombré. On y trouve du papier, de la papeterie, du papier peint, des cravates, des chapelets, des fromages fins, des liqueurs, du kirsch, sans doute du brandy, sans doute des alcools anglais et du champagne. En fait, probablement, chez la librairie Fabre, aujourd'hui, si Fabre existait, on y retrouverait sans doute des mijotières, des mijoteuses, pardon, Ricardo. Alors, c'est que des librairies d'assez grande importance ont aussi pour fonction d'être un magasin général, ben, on voit que c'est pas d'hier. C'est au cœur des pratiques, j'aurais envie de dire, ancestrales de la librairie. Alors, notre homme, même s'il il a eu des accointances politiques plutôt inquiétantes, son ascension sociale, elle est manifeste, elle est spectaculaire. Sa fille, même, épouse l'un des pères de la Confédération, Georges-Étienne Cartier, qui était proche des Patriotes, mais qui s'est joint au Parti conservateur, ce qui a été un petit peu une source d'embarras pour notre libraire, mais bon. Et il est extrêmement travaillant, il passe 12 heures par jour dans sa boutique, de 8 heures le matin à 8 heures le soir. Mais il demeurera très impliqué sur la scène politique. Il restera proche de Papineau qui tente un retour, mais déjà il y a une nouvelle relève politique qui commence à prendre la relève et qui développe aussi son propre lexique politique en retenant un certain nombre de choses comme une méfiance du clergé sans nécessairement aller à l'affrontement. Ça va donner les ancêtres de nos actuels libéraux, si vous voulez. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il deviendra maire de Montréal aussi. Alors ça, deviendra maire de Montréal et dans son mandat, dans son premier mandat, il est devenu maire de Montréal à 2 reprises. Des mandats très courts. Il a assisté, il a vu les émeutiers orangistes parce que suite à l'armistice, il y a eu également réparation parce qu'il y a eu des paysans, des agriculteurs qui ont vu leur maison brûler suite à l'insurrection armée, au soulèvement des patriotes. Et la couronne a indemnisé certains d'entre eux, ce qui a provoqué la colère de certains Anglais à Montréal et qui donc ont brûlé le Parlement uni, le Parlement du Canada uni, dans lequel logeaient les deux parlementaires du Haut et du Bas-Canada, de l'Ontario et du Québec, si vous préférez. Et en plus, Montréal, toujours pendant ce mandat-là, a été victime d'une pandémie. Et quelque temps après, en 1850, ces affaires ont périclité. Ont périclité à un point où on dit qu'il réussit à ne plus rien vendre et il va mourir en juillet 1854. Et
on a procédé à un inventaire de sa boutique. Il y avait 60 000 livres dans sa boutique, donc, comme au début de la colonie, 40% de production française, plus de 50% de livres religieux, un tiers de manuels scolaires et 16%, les chiffres sont précis, d'ouvrages littéraires et philosophiques. Et quant aux livres philosophiques, pour les libraires d'occasion de Montréal, ça reste, le domaine philosophique reste le cœur de toutes les librairies d'occasion à Montréal, autant chez les anglophones que chez les francophones. Bon, on pourra expliquer peut-être une autre fois pourquoi les sciences humaines et la philo restent le cœur des librairies de livres d'occasion. Il y a toutes sortes de raisons. Mais c'est là, en tout cas, qu'on trouve le lectorat le plus motivé pour employer le jargon de ceux qui font le métier. Alors, et l'autre créneau de sa librairie, c'est le livre de pédagogie. Et on y retrouvait 17 000 volumes. Sa clientèle, des prêtres, des enseignants, et les clients, 86 clients qui disposaient d'un crédit. Il faisait affaire avec 85 fabriques, 6 collèges, 5 commissions d'école, 3 bibliothèques publiques. Et je vais donner le dernier mot à tout seigneur, tout honneur, à Fernand de Roy, qui nous dit, pour conclure, ce qu'elle nous dit sur Fabre. Fabre est un exemple du bourgeois libéral et nationaliste de la première moitié du 19e siècle. En politique comme en affaires, il se révèle habile à organiser des réseaux de communication. Déterminé, voire entêté, il se fixe des objectifs et se donne les moyens concrets pour les atteindre. C'est un homme d'action. Prudent, modéré et pragmatique, cet homme d'affaires s'adapte aux conditions du marché et aux contraintes politiques et idéologiques, et il s'efforce d'en tirer parti. La librairie de Fabre, une des plus importantes de l'époque, dépasse le succès commercial et son propriétaire jouit de l'estime de ses concitoyens. À sa mort, les journaux de toute tendance lui rendent hommage et le pays s'encadre de larges filets noirs en signe de deuil. Joseph Doutre prononce un vibrant, voire dithyrambique éloge à l'Institut canadien. Louis-Joseph Papineau pleure son ami indéfectible et le citoyen patriote. Le choléra, dit-il, ne pouvait enlever à la patrie, dans la vigueur de l'âge et de la plus active utilité, un fils plus dévoué et plus précieux. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je poursuis et ce sera au tour du poète et libraire Octave Crémazie. Merci et bonsoir. Bonne soirée. On va manger.